Bonsoir à tous, bienvenue au journal sur la télévision nationale du Bénin. Voici les titres. Le gouvernement a décidé aujourd'hui de la création de l'autorité de mise en consommation et de l'autorité de délivrance des actes relatifs à la nationalité. Leur mission est écho de toutes les décisions avec le porte-parole du gouvernement. Nous vous offrons une échappée dans ce journal dans l'univers pittoresque d'une cité lacustre. Ce sera à bord d'un moyen de déplacement tout particulier, typique aux écosystèmes humides. On embarque au cœur du journal. On ira aussi hors du Bénin pour avoir écho de l'élection présidentielle en Namibie, des élections locales en Tanzanie et de l'installation de la nouvelle équipe de la Commission européenne. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Nous sommes mercredi, écho du Conseil des ministres. Le gouvernement a décidé de la création de l'autorité de mise en consommation et de l'autorité de délivrance des actes relatifs à la nationalité. Quelles sont leurs missions? Réponse avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongweji, nous livre ici toutes les autres décisions du gouvernement. Au menu de la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 27 novembre 2024, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon, figurent les décisions dont voici la teneur. En ce qui concerne les mesures normatives, en point 1, création de l'autorité de mise en consommation en République du Bénin. L'institution de cette autorité découle de la politique nationale de qualité dont dispose notre pays. Elle doit s'affirmer comme la structure de référence dans le cadre des transactions commerciales au niveau régional et international en veillant à la protection ainsi qu'à la sécurité des populations par la mise en consommation de produits et services certifiés conformes. Il est à souligner que le mécanisme d'application des règles d'origine de la CEDEAO, sans omettre l'effectivité du marché commun, exige une plus grande fluidité dans les échanges commerciaux. Au Bénin, l'intervention de plusieurs organismes dans le processus de certification rend impérieux une optimisation des procédures d'évaluation de la conformité des marchandises aux frontières, mais également des biens de consommation produits localement. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour que l'autorité soit dotée des prérogatives les plus étendues pour prendre en charge le domaine technique de l'évaluation de la conformité des produits alimentaires et non alimentaires importés ou fabriqués localement, mis en consommation dans notre pays, qu'il s'agisse des analyses et essais, des inspections, contrôles ou certifications. En point 2, mise en place de l'autorité de délivrance des actes relatifs à la nationalité. Prévu par la loi numéro 2022-32, portant code de la nationalité en République du Bénin, ces attributions consistent à centraliser et à formaliser les procédures relatives à la nationalité, notamment la délivrance des certificats et documents connexes. Ceci a l'avantage de garantir l'efficacité du service aux citoyens, de réduire les délais de traitement des dossiers, de renforcer la lutte contre la fraude documentaire, les falsifications et déclarations mensongères. À ce titre, l'autorité est chargée, entre autres, de recevoir, examiner et statuer sur les demandes d'attribution, d'acquisition, de conservation, de perte ou de réintégration de la nationalité béninoise. Faire diligenter et suivre les enquêtes et actes de vérification prévus par la loi. Délivrer les actes relatifs à la nationalité béninoise et tenir un registre national aux fins de leur conservation. Traiter les recours exercés contre les décisions de refus de délivrance du certificat de nationalité béninoise et centraliser les décisions de justice rendues en cette matière. Vérifier et authentifier les actes de nationalité produits dans les différentes procédures administratives et judiciaires, lutter contre la fraude et les falsifications en matière de nationalité, fournir des avis techniques et faire des recommandations sur les questions liées à la nationalité.
Les ministres concernés par son opérationnalisation sont instruits d'en assurer les diligences requises. Comme autre mesure normative, il a été adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention des Nations unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, dite Convention sur l'eau de 1992. Au chapitre des communications, en point 1, réhabilitation de commissariats d'arrondissement de police et des directions départementales des affaires intérieures. Sont concernés par ces travaux de réfection les commissariats de Kéru, Kouandé, Kopargo, Segbana, Madekali, Kome, Onsahwe, Onli, Cotonou 2e arrondissement, Pomase, Bembereke, Niki, Ouesse, Kilibor, Igolo et Dangbo, ainsi que les directions départementales des affaires intérieures de l'Atakora, du Borgou, de l'Ouémé et du Zou. L'objectif est d'assurer aux fonctionnaires de police de meilleures conditions de travail dans leur mission de sécurisation des personnes et des biens. En point 2, agrément au Code des investissements. Diverses entreprises sont éligibles au bénéfice des régimes incitatifs du Code pour des projets dont l'impact contribue à renforcer le tissu industriel de notre pays, autant qu'il participe de la création de nombreux emplois. Il s'agit des sociétés ci-après au régime suivant. Régime des investissements spécifiques. Groupe Vivendi Africa SAS pour le déploiement d'un réseau de boucles locales en fibre optique à Bomé-Calavi et Cotonou. Jeune Transafrique SAS en vue de l'exploitation d'une carrière de gravier à Matekpe, commune d'Aplaoué, avec des concasseurs mobiles et divers engins. Spastel Bénin SA, dans le cadre de la modernisation des installations techniques et de remplacement des équipements de télécommunications dans plusieurs localités du Bénin. Régime B. Société béninoise de production de matériaux de construction pour le bâtiment et la route SA, en vue de l'implantation d'une unité de fabrication de matériaux de construction pour le bâtiment et la route à Djeregbé, commune de Semepoji. Tilamed Pharma SA pour la construction et l'exploitation d'une unité de production de solutions pharmaceutiques liquides dans la zone industrielle de Semepoji. Harvest Field Rice Limited SA concernant l'implantation et l'exploitation d'une usine moderne de décortiquage de riz à Bodjekali, commune de Malanville. Régime A. Vantage Sarl pour la construction et l'exploitation d'une unité de fabrication de tourteaux dégraissés et l'huile brute de soja à Lokokame, arrondissement de Zonzoumé, commune d'Abomey. Pablo Factory SA, à l'effet d'implanter et d'exploiter une unité de production de sacs de polypropylène dans la zone industrielle de Semepoji. En point 3, contractualisation avec diverses sociétés dans le cadre du projet de construction de la cité financière phase 1. Le dit projet vise à créer une zone financière où seront regroupés les sièges de la plupart des institutions. Ainsi, en sa première phase, seront réalisés les travaux de construction d'un ensemble de 3 bâtiments de grande envergure, respectivement de type R+7 pour la Caisse des dépôts et consignations du Bénin et la Caisse autonome de gestion de la dette, R+7 destiné à la Société immobilière et d'aménagement urbain, R+5 attribué à la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, puis R+6 au profit de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Il s'agit de doter toutes ces structures d'un environnement de travail confortable et moderne, tout en poursuivant
la politique de requalification urbaine de la ville de Cotonou. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires en vue de la signature des contrats avec les entreprises identifiées à l'effet d'exécuter les travaux dans les délais prescrits. En point 4, contractualisation avec divers prestataires dans le cadre du projet de réhabilitation et d'homologation du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. En plus des travaux de la phase 1, comprenant principalement la reprise des pelouses du terrain principal et d'entraînement, les points d'attention à traiter dans le cadre de la réhabilitation en vue de l'homologation du stade intègrent l'éclairage de la dite pelouse, la mise en place d'un système de sécurité anti-intrusion et d'une plateforme de billetterie, de même que les travaux de gros œuvres et second œuvres d'aménagement intérieur. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec les prestataires retenus à ces fins. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été retenu l'organisation à Cotonou du prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne 2024, lauréat UNESCO, pour les femmes et la science du 6 au 11 décembre 2024, ainsi que la participation du Bénin à la 42e session ordinaire du Conseil d'administration des États membres de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme du 4 au 6 décembre 2024 à Lomé, au Togo. Je vous remercie. Le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur la perspective d'audit du fichier électoral. Wilfried Léon-Dongbeji a été interrogé sur la pertinence ou non du projet. On l'écoute. Ce budget 2025 est en augmentation d'environ 1%, passant de 37 milliards 213 millions à 37 milliards 655 millions 664 000 francs CFA. Cette augmentation est sensible, mais elle est aujourd'hui la résultante d'efforts qui ont été précédemment faits et tient compte d'un ensemble de changements de paradigme, d'économie d'échelle, de réorganisation interne, de projection vers la digitalisation et la numérisation qui permettent effectivement d'améliorer le service public de la justice. Alors, les innovations, c'est d'abord faire en sorte que le service public de la justice soit en mesure de satisfaire entièrement les besoins de nos populations en général. C'est faire en sorte que lorsqu'une décision est demandée, elle soit rendue et soit donnée à temps. Faire en sorte que lorsque on vient demander un service à la justice, ce service soit donné en temps et en heure. Faire en sorte que les délais soient respectés. Donc ça veut dire des ressources en termes de personnel, donc du recrutement qui est en cours, qu'on a lancé il y a quelques semaines. Ces personnels, notamment du personnel greffier, viendront compléter les ressources existantes pour pouvoir permettre un meilleur fonctionnement du service public. Il y a également des équipements à acquérir en termes d'équipements de travail, en termes de services informatiques pour pouvoir mieux rendre le service à l'usager. Il y a enfin tout ce qui est à construire en termes d'infrastructures, que ce soit des infrastructures judiciaires, que des infrastructures pénitentiaires, pour permettre à ce que le service public tourne régulièrement. Pour faire des audiences, il faut à la fois du personnel judiciaire, mais il faut également des salles, des infrastructures pour pouvoir accueillir, pour pouvoir multiplier les audiences, pour pouvoir prendre le volume. Ces paramètres ont été pris en compte aujourd'hui pour pouvoir mieux rendre le service public demain. Toutes nos excuses pour ce petit souci d'aiguillage. J'avais annoncé le porte-parole du gouvernement sur le projet La Perspective d'audit du fichier électoral. On vient de suivre le ministre de la Justice sur ce à quoi va servir ou vont servir les 37 milliards de budget 2025 de son département. À nouveau, le porte-parole du gouvernement sur le sujet du projet d'audit du fichier électoral. Il n'y a aucune confusion. Le gouvernement est différent des partis qui le soutiennent. Le gouvernement est différent des partis politiques. Et la vie quotidienne des partis politiques n'est pas le menu des séances du Conseil des ministres. Le gouvernement s'est dit favorable à la demande de l'opposition. Le chef de l'État, en recevant la délégation d'un des partis d'opposition en novembre 2023, avait déjà affirmé
son accord pour la réalisation de l'audit sollicité par ce parti. Et il était attendu de ce parti les diligences subséquentes pour faire ces propositions au gouvernement, notamment le profil ou le CV des experts qui ont des états de service avérés en matière d'audit de fichiers électoraux, quel que soit le nom qu'on lui donne. Le gouvernement a attendu 1 an avant d'avoir une réponse formelle du parti d'opposition. Et conformément à l'engagement qu'il avait pris 1 an plus tôt, le chef de l'État a réitéré son accord pour la réalisation de cet audit. Le gouvernement a partagé cet accord et c'est pour ça que le garde des Sceaux a été mandaté pour rencontrer les partis dits du cadre de concertation de l'opposition. Donc il n'y a aucune incohérence entre le fait que le gouvernement soit d'accord pour la démarche souhaitée par l'opposition et le fait qu'un parti politique soutenant l'action du gouvernement ne se retrouve pas dans la démarche proposée ou sollicitée par ce parti d'opposition, lequel parti politique soutenant les actions du pouvoir a bien argumenté dans le communiqué que vous évoquez, en tout cas en droit, pourquoi il ne se sentait pas solidaire d'une telle démarche. Retrouvons un autre ministre du gouvernement dans l'exercice du grand oral devant la commission budgétaire du Parlement. C'est le tour du ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle qui est aussi passé devant la commission budgétaire du Parlement. 190 milliards de francs CFA, c'est le budget que le ministre Kwaro Yves Tchabi a défendu. On l'écoute après son oral. Les grands programmes qui constituent donc le statut du budget au niveau du ministère sont pris en compte, à savoir le programme enseignement secondaire général, le programme enseignement technique et la formation professionnelle, le programme alphabétisation et évidemment le programme soutien donc aux autres programmes. Ces différents programmes ont été présentés aux députés. Le budget du ministère, 190 milliards 885 millions 497 000 francs, il est légèrement en deçà du budget de l'année 2024. Au niveau de l'enseignement secondaire général, ce que nous avons donc retenu en termes de construction des infrastructures scolaires, de mobilier donc pour les classes, en termes de formation des formateurs, en termes également de suivi de carrière, en termes de digitalisation, donc de gestion donc, de tout le programme, tout cela est pris en compte par le budget. Au niveau de l'enseignement technique de la formation professionnelle, nous savons tous que la stratégie de l'enseignement de la formation technique et professionnelle est en train d'être mise en œuvre. Donc ce budget prend en compte la mise en place des nouveaux LTA, la mise en place des écoles de métiers, et également la formation donc, des formateurs qui est en cours, aussi bien au plan national que dans la sous-région. Nous avons été impressionnés par les questions des députés. Cela nous a donné une fois encore la preuve qu'ils s'intéressent à ce qui se fait dans le sous-secteur. Les députés se sont intéressés sur la question donc, des LTA, la question des enseignants AME, et de façon plus globale, la question de la gestion des enseignants et de la qualité de la formation. La zone industrielle de Glodjigbe ne me sera pas comptée. C'est sans doute dans cet état d'esprit et pour assouvir de visu une curiosité nourrie à distance par le reportage que Karim Da Silva, le patriarche de Porto Novo, y est allé. Et dans sa visite de cette zone industrielle spéciale, il s'est fait accompagner des sages de Porto Novo et des têtes couronnées de la vallée de Lomé. Sur leur trace, Simon Vian, Amandine Niambosso. Jamais on a été si étonné en découvrant, en voyant et en constatant que tout est beau. Émerveillés, ils le sont après cette visite à la zone industrielle de Glodjigbe. Le patriarche Karim Da Silva, entouré des sages de Porto Novo et des têtes couronnées de la vallée, ont vu et peuvent donc en témoigner. Quand j'ai vu maintenant que je constate que c'est réel, un adversaire qui fait bon, il faut avoir le courage de le féliciter. Et je demande à tous ceux qui se croient de l'autre côté de venir voir. C'est étonnant
ça nous a sidérés, ça nous a surpris. C'est comme nous sommes en France ou bien dans des pays européens. Si on peut continuer comme ça, ça fera de bonnes choses pour toute la population du Bénin. Vraiment, je suis très content. Je prie pour que Dieu puisse unir chacun de nous, les fils de ce pays, qu'on puisse accompagner la dynamique là. C'est une vision globale et rien n'est laissé au hasard. La zone industrielle de Glodjigbe fait la fierté du pays et les visiteurs du jour en sont édifiés. Et ils sont désormais des ambassadeurs de ce fleuron industriel. Nous voulons créer de la richesse, nous voulons créer des emplois, nous voulons développer notre pays. C'est pour ça que nous demandons aux sages de Porto-Novo et à tous ceux qui ont vu cette transformation en cours d'être des ambassadeurs de la bonne nouvelle et de dire aux autres de venir voir. Aujourd'hui, la GDIZ s'étend sur plus de 1600 hectares et emploie plus de 14 000 jeunes béninois. Nous irons jusqu'au bout du monde, la rupture ne périra pas. Écho à présent d'une action de sensibilisation d'Amnesty International, Bénin qui s'implique dans la campagne des 16 jours d'activisme dédiée à l'élimination des violences à l'égard des femmes, et ceci à travers une caravane motorisée pour sensibiliser contre les violences précises, obstétricales et gynécologiques. Christelle Tongodo, Françoise Nisso. Depuis la place de l'Étoile Rouge jusqu'au ministère de la Santé, des motocyclistes portant des pancartes avec des messages ont traversé les rues de Cotonou pour sensibiliser le public et interpeller les autorités. Cette initiative dénonce des pratiques médicales inadmissibles dans certains établissements de santé. Parmi celles-ci figurent l'exposition abusive de la nudité des femmes enceintes, un accueil dégradant et des comportements humiliants. Amnesty International Bénin souligne que les violences obstétricales incluent également des actes tels que le fait pour certains médecins ou personnels soignants de rire ou de se moquer des femmes en travail, ignorant leur douleur et leur vulnérabilité. Aucune femme ne devrait jamais avoir à choisir entre sa santé et sa dignité. L'élimination des violences gynécologiques et obstétricales est une question de justice, de respect du droit de la dignité humaine et de santé publique. Monsieur le ministre, en votre qualité, nous souhaiterions compter sur votre sensibilité professionnelle pour accélérer les réformes et entreprendre des actions fortes visant à bannir toutes les formes de violence persistantes dans le milieu sanitaire. En mettant en lumière les conditions des femmes détenues, notamment leur accès limité à des soins de qualité, cette campagne appelle à une refonte du système pour garantir des soins respectueux et humains. Dans les prisons du Bénin, le droit à la santé reste également un défi majeur, malgré les efforts fournis par votre département ministériel et le ministère de la Justice. À travers cette caravane, Amnesty International Bénin exhorte les professionnels de santé, les autorités et les populations à agir pour mettre fin à ces violences. À la bonne heure, fallait y penser. Ainsi, les VBG, les violences basées sur le genre, sont multiples et peuvent se manifester de différentes manières. Les victimes aussi réagissent de différentes façons. Malgré la batterie d'actions engagées, les violences ont toujours cours. Dans le cadre de la quinzaine d'activisme, les défenseurs des droits des femmes invitent les femmes à davantage de responsabilités vis-à-vis d'elles-mêmes. On écoute ici Maître Alexandrine Seizounou, avocate. Elle s'est confiée à Ghislaine Adimi et Jean Nombima. Il y a un travail qui est à faire sur les femmes. La question de la responsabilité. Je prends le cas des violences physiques. Alors que l'INF est là, les associations, nous, femmes avocates, nous nous battons pour que ces violences cessent. Et que vous apprenez qu'une femme est violentée, battue tous les jours. Vous allez au secours de cette femme-là. Et que c'est elle qui se retourne contre vous. Pour vous dire, c'est mon mari. Je ne veux pas quitter mes enfants. Je veux qu'on lui tire juste les oreilles. Ou bien, c'est la femme qui vient vous voir pour dire que voilà, elle a des problèmes. Mais quand vous écoutez les deux parties, vous voyez que c'est le comportement de la femme qui amène à cela.
Ah, je ne peux pas voir mes enfants, on m'interdit de voir mes enfants. Mais quand vous voyez vos enfants, que vous ne leur apportez rien de bon, et que vous les traumatisez plus pour les protéger, on voit des parents qui prennent la décision extrême. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à sensibiliser nos femmes pour qu'elles puissent savoir. Pour elles, dans leur mentalité, étant donné qu'elles ont été éduquées comme ça, c'est le monsieur qui doit tout faire. Vous avez beau leur expliquer que tant que vous-même vous travaillez, vous amenez quelque chose. Il y a plein de choses à apprendre à nos sœurs. Il y a beaucoup de choses à apprendre à nos sœurs. Mais je me dis, si on mettait l'amour au cœur de tout, l'amour de nous-mêmes, de notre corps, l'amour du prochain, je pense qu'on pourrait aller, notre société se porterait mieux et les violences, pour que les femmes acceptent de dénoncer. C'est ça. Moi, je pense qu'on doit se souder les coudes et se parler. Et pour apporter un peu de douceur et de légèreté dans cette atmosphère, je vous l'avais promis, une escapade dans un lieu pittoresque, une cité lacustre que nous allons rallier avec un moyen de déplacement typique aux écosystèmes humides du Bénin. C'est William Tchoki et Edmond Rungbor qui nous embarquent. Plateforme naturelle de débarquement des pêcheurs. Ici, ils viennent livrer la moisson de la pêche. C'est le marché à poissons d'Abomey-Calavi. C'est aussi l'un des principaux points d'embarquement pour aller découvrir les villages lacustres juchés sur le lac Nokoué. Ganvié en l'occurrence, la Venise de l'Afrique. Ce matin-là, nous tombons sur cette famille nord-américaine et béninoise par alliance. Haut de ses 15 ans, c'est la première fois que Malaika Kakpo vient connaître le pays d'origine de son géniteur et la première attraction fut Ganvié, la cité lacustre. Tu as aimé? Yeah. Elle comprend un peu. Un peu, je vois. Pour voir de près ces maisons sur pilotis et découvrir le mode de vie de ces populations de pêcheurs, il faut emprunter ces bacs motorisés. Un moyen de transport plus ou moins confortable. Nous disposons des sièges à l'intérieur. Nous sommes protégés des intempéries. Les personnels qui ont leurs moyens construisent leur bac avec moteur pour faire leur trajet. Ça là, c'est pas bac pour le transport. Ok. Ça c'est personnel. Parce que tout à l'heure, vous avez vu, on a vu des dames qui ont quitté Ganvié pour l'embarcadère. Elles ont leur propre bac avec des pagaies. Leur pagaie, ça, c'est des pirogues, ça. Ça, c'est des petits pirogues, ça. Ça n'est pas des bacs, c'est des pirogues. Ça, c'est des bacs motorisés. Là, on est dans une bac motorisée. Voilà. Mais ce que les dames ont, c'est des pirogues à pagaie. Et il faut comprendre que la pirogue, d'abord, c'est un moyen qui est permanent. C'est ça, on utilise à tout temps. Si tu es de Ganvié, tu vis à Ganvié, tu n'as pas de pirogue, c'est que... Tu n'as pas un moyen de déplacement. Voilà, c'est ça, c'est le moyen de déplacement, ça. Ces bacs ont été de tout temps le seul moyen de déplacement pour ces populations. Des embarcations longues et étroites, souvent tirées d'un tronc d'arbre creusé. Ici, elles muent à la voile, un simple tissu attaché de part et d'autre et orienté à la pagaie. Les pirogues propulsées par un moteur à bord constituent une innovation majeure, un moyen électrique de développement et de déplacement des biens et des personnes, mais un danger environnemental, une pollution des eaux par les huiles à moteur, une contamination en métaux lourds pour ces vertébrés aquatiques, principale source de protéines pour les populations.
Retour de notre échappée, le Bénin, quartier scientifique de l'Afrique dans quelques mois en 2025. En effet, Cotonou va abriter du 5 au 9 mai prochain 2025 le Forum africain pour la recherche et l'innovation FARI 2025. FARI initié par la CEDEAO qui entend mettre l'innovation et la recherche au service du développement. Le lancement du FARI 2025 a été fait à Cotonou sous les yeux de Gilles Dansou et Igor Ayosso qui nous esquissent ici un aperçu de l'agenda. Sauvegarder nos aires culturelles et touristiques, une ambition du gouvernement béninois qui se matérialise. Après la prise de l'initiative en Conseil des ministres, l'acte formel de concrétisation est pris par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Ceci en présence des principaux concernés. Faire du patrimoine culturel immatériel un moteur de croissance et source d'entrée de devises, c'est là toute la question. Les agences de sauvegarde des aires socioculturelles Adjatado, aires socioculturelles Yoruba, aires socioculturelles du Grand Borgou, aires socioculturelles des montagnes. Alors, vous pouvez dire que Adjatado et Yoruba, on comprend clairement que c'est une aire socioculturelle, mais Grand Borgou et montagne, ça semble géographique et pourtant non. Le patrimoine culturel, le patrimoine en général, l'art, la culture, nous l'avons. Ça, c'est incontestable. Je pense que chaque Béninois est convaincu que notre pays est un pays riche en patrimoine culturel, matériel et immatériel. Alors, ça permettra également, bien évidemment, de révéler le Bénin aux Béninois. Concrètement, nous prémâchons déjà un peu le travail que vous aurez à faire. Bon, le conseil d'administration, c'est beaucoup plus la gouvernance, certes, mais on peut vous présenter des projets. Et il faut que vous puissiez savoir ce dont il s'agit. Donc nous faisons en amont un certain travail pour aider les conseils d'administration et aider les directions générales à pouvoir dérouler une feuille de route. La culture et le tourisme, des bases de développement et d'attraction dans un Bénin révélé. Encore un souci d'aiguillage sur le sujet de Gilles Dansou. Celui-ci était dédié à la promotion des aires touristiques et culturelles. Nous allons continuer ce journal. Tout ce que nous consommons n'est pas forcément adapté à notre organisme, d'où parfois l'apparition d'allergies. On parle comme ça des allergies alimentaires. Comment se manifestent-elles et comment surtout faire pour les éviter ou les prévenir? Chénal Foudamonsi Aboka et Ramatou Lawani nous éclairent ici. Les allergies alimentaires, une réaction anormale du système immunitaire du corps suite à l'ingestion d'un aliment. Nombreux sont ces aliments susceptibles de favoriser leur apparition. Au nombre de ces aliments, on peut citer le lait, on a le soja, nous avons également les œufs, nous avons les arachides, nous avons les noix, parlant de cajou et autres. Nous avons également tout ce qui est légumineuse parfois, qui ont également des allergènes. Une allergie alimentaire peut se manifester de différentes manières. On peut avoir des gonflements de la langue par exemple. Nous pouvons également avoir des éruptions cutanées, des démangeaisons également, une difficulté à respirer. Parfois également ça va jusqu'au vomissement, aux nausées également, des douleurs abdominaux. Les aliments ne sont pas les seuls porteurs des allergènes. On peut également en trouver dans les produits cosmétiques, les boissons et les médicaments. Voilà, on va poursuivre ce journal avec une page noire avec ce deuil au sein du réseau des journalistes économiques du Bénin. Le réseau GEB rend hommage à Abel Gbetoy-Nomon, son père fondateur. C'est à travers un mini-colloque au thème éponyme Abel Gbetoy-Nomon, l'homme et la contribution à l'émergence du journaliste économique au Bénin. Un bel hommage à l'illustre acteur des médias décédé au mois de septembre 2024. Benjamin Denayon, Alexandra Diotan. Abel Gbetoy-Nomon est le père fondateur du réseau des journalistes économiques du Bénin. Nous avons dit quand même que nous n'allons pas abandonner ce projet. Le réseau GEB pleure un personnage au parcours remarquable. Né le 5 août 1963 à Boïcon, Abel Gbetoy-Nomon est le premier de sa famille à avoir décroché le baccalauréat en 1986.
De son parcours à l'Institut national d'économie après son bac C, il en sort nanti du diplôme d'économiste, option planification en 1991. Sa destinée est ainsi toute tracée. Mais, cédant à sa passion pour les lettres, il va intégrer l'agence Bénin Presse, ainsi démarre sa riche carrière de journaliste professionnel. Il a été aussi un leader de la société civile au Bénin et en Afrique de l'Ouest, avec des compétences de haut niveau en matière de participation des acteurs non étatiques au dialogue sur les enjeux de politique économique et de négociation commerciale. À ce titre, on peut retenir qu'il a été le premier secrétaire général de la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, PACIB, président de la maison de la société civile et coordonnateur régional de la plateforme des organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest. Personnage à multiples casquettes, il sera nommé en 2019 directeur de cabinet à la mairie de Boïcon, poste qu'il occupa jusqu'à son décès en septembre 2024. Un homme à la densité intellectuelle reconnue, aux qualités humaines inégalables. Aujourd'hui, vous autres journalistes, spécifiquement journalistes économiques, vous êtes en train de célébrer avec Bertrand, de la même façon que la société civile peut le célébrer. De la même façon que la mairie de Boïcon peut le célébrer. Ce que nous avons été avec Abel au réseau des journalistes économiques, ce n'est pas des chercheurs d'argent. C'est la passion de servir à travers nos plumes, micros et autres. Nous devons mouiller le maillot pour montrer à Abel que son combat n'a pas été vain sur terre. Abel a fait le bon combat. Le réseau des journalistes économiques du Bénin a connu une gestion hors pair sous l'homme. Plusieurs recueils d'articles spécialisés ont été édités et publiés sous la direction de Abel Gbetoy-Nomon, un patronyme hautement évocateur en langue nationale Fongbe. Respect et admiration à Abel Gbetoy-Nomon. Faire du vélo, ce n'est pas qu'à l'extérieur sur des pistes cyclables et en plein air. Dans le sujet à suivre, nous allons à la découverte du vélo en salle. Une excellente manière de travailler son endurance, mais simplement de se maintenir en forme. Montons donc sur un vélo statique avec Saint-Tiche Quimpon et Igor Ayoso, Benjamin Denagnon aussi. C'est parti pour 1 heure de pédalage sur place. Ça s'appelle faire du spinning. Les cours sont animés par des instructeurs expérimentés. Ils incitent à une émulation collective. Chaque participant se surpasse tout en s'amusant. Alors, il y a la charge qui descend, il y a la pression qui descend, il y a le poids, je vais dire le poids parce que souvent, ce sont lourds. Il y a cette lourdeur qui descend automatiquement, ce sont légers. Et je pense qu'après ce sport, le lendemain, on est au top pour le boulot. Du vélo en particulier, non seulement ça relève plusieurs choses. Déjà, ça t'éveille au travail. Et en plus, ça te garde en forme. Non seulement ça te garde, ça agit un peu sur ta santé et sur ton abdos. C'est un travail de façon générale. Je peux faire minimum 1 heure si le coach ne me coupe pas. Parce que c'est en fonction du bien faire qu'on est motivé en fait. Le sport permet de réduire le stress, l'anxiété et ça améliore également l'humeur. Avec le cyclisme en salle, le fitness fait du progrès. Il réunit plusieurs exercices en un. Côté muscle, ça travaille les fessiers, les cuisses et les mollets. C'est un exercice également qui travaille le système cardiovasculaire. Et on les appelle les haltères. Vous avez remarqué tout à l'heure sur le vélo, pour travailler le haut du corps, les épaules, le dos, les dorsaux. Raison pour laquelle on utilise les haltères, chacun va avec sa préférence. Il y a les haltères de 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg. Dans un monde où le stress et la sédentarité sont omniprésents, le spinning se présente comme une solution. Étant donné que nous sommes des travailleurs, on passe tout le temps au boulot. Et donc, il faut faire le sport pratiquement tous les jours, mais nous n'avons pas la chance de faire le sport tous les jours. Donc, dès que tu as l'opportunité, tu travailles tout le corps. Ce sport, en fait, tonifie les muscles des jambes. Ça permet de les raffiner sans toutefois leur donner du volume. Donc moi, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin aujourd'hui. Après les maternités, on a besoin forcément de ce genre de sport pour tonifier nos muscles. Cependant, le coach rappelle qu'une mauvaise posture ou un excès
peuvent entraîner des blessures. Il est donc recommandé de respecter ses propres limites, de concilier défis personnels et plaisirs collectifs. Ainsi, chaque séance devient un moment unique et revitalisant. Hors du Bénin, on aura les échos de l'élection présidentielle en Namibie, des élections locales en Tanzanie, de l'installation de la nouvelle équipe de la Commission européenne après l'élection. C'est le résumé des informations de notre page internationale, signé Patrick Diossou. Élection en Namibie. Les Namibiens ont voté mercredi, parfois après de longues heures d'attente, dans de très longues files d'attente aussi. Pour les élections présidentielles et législatives les plus incertaines qu'ait connu le parti historique au pouvoir. Dans plusieurs bureaux de vote, les Namibiens ont attendu de 5 à 7 heures après l'ouverture pour pouvoir voter. Armés de patience, de chaises pliantes et de parapluies pour venir à bout de fil, progressant à un rythme de pachyderme somnambule ou somnolent. Les près de 1,5 million d'électeurs inscrits avaient jusqu'à 21h, heure locale, 19h GMT, pour remplir les urnes. Bleu pour la présidentielle, jaune pour les législatives. Les législatives dont le déploiement est attendu au plus tard samedi, d'après la commission électorale. Des élections aussi en Tanzanie. Environ 31 millions de Tanzaniens sont appelés à voter pour plus de 80 000 chefs de rue, de quartiers, de villages et de villes qui exercent un pouvoir considérable dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le principal parti d'opposition en Tanzanie, Chadema, a dénoncé le meurtre de 3 de ses membres entre mardi soir et mercredi, jour des élections locales, où ses observateurs disent avoir été témoins de fraude lors du scrutin. Ce scrutin est considéré par de nombreux observateurs comme un test démocratique dans un contexte de répression politique accrue ces derniers mois dans ce pays d'Afrique de l'Est. Un pays qui tiendra ses présidentielles et législatives en 2025. Terminus pour les élections européennes. Le Parlement européen a adoubé mercredi à Strasbourg la nouvelle équipe de la Commission européenne qui va entrer en fonction début décembre sur fond de vives turbulences économiques et géopolitiques. L'exécutif européen a obtenu 370 voix contre 282 oppositions et 36 abstentions. En matière de défense, la présidente a insisté sur la nécessité de faire davantage pour rivaliser avec les dépenses militaires russes, un moment où le retour de Donald Trump laisse craindre un désengagement des États-Unis en Ukraine. Merci pour votre inusable fidélité. Merci à toutes les équipes. Ici s'arrête ce journal. Bonsoir chez vous.